Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur? Et de vous marier, vous osez faire fête? Ce vulgaire destin peut vous venir en tête. Oui, ma sœur. Ah, oui, ce petit supporté, et sans un mal de cœur saurait-on l'écouter? Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige, ma sœur? Oh mon Dieu, fille. Comment? Ah, fille, vous dis-je. Ne concevez-vous point ce que dès qu'on l'entend un tel mot à l'esprit offre de dégoûtant? De quelle étrange image on est par lui blessé? Sur quelle sale vie il traîne la pensée? N'en frissonnez-vous point? Et pouvez-vous, ma sœur, aux suites de ce mot résoudre votre cœur? Les suites de ce mot, quand je les envisage, me font voir un mari, des enfants, un ménage, et je ne vois rien là, si j'en puis raisonner, qui blesse la pensée et fasse frissonner. De tels attachements au ciel sont pour vous plaire. Et qu'est-ce qu'à mon âge on a de mieux à faire que d'attacher à soi par le titre d'époux un homme qui vous aime et soit aimé de vous? Ce nœud bien assorti n'a-t-il pas des atteintes? Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. À de plus hauts objets, élevez vos désirs. Songez à prendre un goût des plus nobles plaisirs, et traitant de mépris l'essence et la matière, à l'esprit comme nous, donnez-vous tout entière. Vous avez notre mère en exemple à vos yeux, que du monde savant en honore en tout lieu. Tâchez, ainsi que moi, de vous montrer sa fille. Aspirez aux clartés qui sont dans la famille, et loin d'être loi d'un homme en esclave asservi. Mariez-vous, ma sœur, à la philosophie, qui nous monte au-dessus de tout le genre humain et donne à la raison l'empire souverain, soumettant à ses lois la partie animale dont l'appétit grossier aux bêtes nous ravale. Le ciel, dont nous voyons que l'ordre est tout-puissant, par différents emplois nous fabrique en naissant. Et tout esprit n'est pas composé d'une étoffe qui se trouve taillée à faire un philosophe. Si le vôtre est né propre aux élévations où montent des savants les spéculations, le mien est fait, ma sœur, pour aller terre à terre et dans les petits soins son faible se resserre. Habiter par l'essor d'un grand et beau génie les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de lui-même les terrestres accords. Ainsi, dans nos destins, l'une à l'autre contraire, nous serons toutes deux unités volontaires. Vous, du côté de l'âme et des nobles désirs, moi, du côté des sens et des grossiers plaisirs. Quand sur une personne on prétend se régler, c'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. Et ce n'est point du tout la prendre pour modèle, ma sœur, que de tousser et de cracher comme elle. Vous ne seriez point ce dont vous vous vantez si ma mère n'eût eu que de ses bons côtés. Eh bien, vous prend, ma sœur, que son humble génie n'est pas vaqué toujours à la philosophie. Je vois que votre esprit ne peut être guéri du fol entêtement de vous faire un mari, mais sachons, s'il vous plaît, qui vous songez à prendre. Votre visée, au moins, n'est pas mise à quittendre. Mais par quelle raison n'y serait-elle pas? Manque-t-il de mérite? Est-ce un choix qui soit bas? Non, mais c'est un dessein qui serait malhonnête que de vouloir d'une autre enlever la conquête. Et ce n'est pas un fait dans le monde ignoré que qui tendrait pour moi hautement soupirer. Oui, mais tous ces soupirs chez vous sont choses vaines. Et vous ne tombez pas aux bassesses humaines. Notre esprit à l'hymen renonce-t-il toujours? Et la philosophie à toutes vos amours? Cet empire que tient la raison sur les sens ne fait pas renoncer aux douceurs des encens. Je n'ai pas empêché qu'à vos perfections, il ait continué ses adorations. Je n'ai fait que prendre au refus de votre âme ce qu'est venu m'offrir l'hommage de sa flamme. Croyez-vous, pour vos yeux, sa passion bien forte, et qu'en son cœur, pour moi, toute flamme soit morte? Il me le dit, ma sœur, et pour moi, je le crois. Ne soyez pas ma sœur d'une si bonne foi, et croyez quand il dit qu'il me quitte et vous aime, qu'il n'y songe pas bien, et se trompe lui-même.
Je l'aperçois qui vient. Et sur cette matière, il pourra nous donner une pleine lumière. Clitandre, pour me tirer d'un doute où me jette ma sœur, entraînez-moi, Clitandre. Expliquez votre cœur. Non, non, je ne veux point à votre passion imposer la rigueur d'une explication. Je ménage les gens, et c'est comme embarras ce contraignant effort de ces aveux en face. Non, madame. Mon cœur qui dissimule peu ne sent nulle contrainte à faire un libre aveu. Dans aucun embarras un tel pas ne me jette, et j'avouerai tout haut d'une âme franche et nette que les tendres liens où je suis arrêté, mon amour, et mes vœux sont tous de ce côté. Qu'à nulle émotion cet aveu ne vous porte, vous avez bien voulu les choses de la sorte. Vos attraits m'avaient pris, et mes tendres souvenirs vous ont assez prouvé l'ardeur de mes désirs. Mon cœur vous consacrait une flamme immortelle, mais vos yeux n'ont pas cru leur conquête assez belle. Et je me suis cherché, lassé de tant de peines, des vainqueurs plus humains et de moins rudes chaînes. Je les ai rencontrés, madame, dans ses yeux, et leurs traits à jamais me seront précieux. D'un regard pitoyable, ils ont séché mes larmes, et n'ont pas dédaigné le rebut de vos charmes. Et j'ose maintenant vous conjurer, madame, de ne vouloir tenter nul effort sur ma flamme. Qui vous dit, monsieur, que l'on ait cette envie et que de vous, enfin, si fort on se soucie? Doucement, ma sœur. Où donc est la morale qui sait si bien régir la partie animale? Clitandre, prenez soin d'appuyer votre amour de l'agrément de ceux dont j'ai reçu le jour. Faites-vous sur mes vœux un pouvoir légitime et me donnez moyen de vous aimer sans cri. J'y vais de tous mes soins travailler hautement, et j'attendais de vous ce doux consentement. Vous triomphez, ma sœur, et faites une mine à vous imaginer que cela me chagrine. Moi, ma sœur? Point du tout. Je sais que sur vos sens, les droits de la raison sont toujours tout-puissants. Loin de vous soupçonner d'aucun chagrin, je crois qu'ici vous daignerez vous employer pour moi. Appuyez sa demande, et de votre suffrage, pressez le moment de notre mariage. Je vous en sollicite, et pour y travailler... Votre petit esprit se mêle de railler, d'un cœur qu'on vous jette, on vous voit toute fière. Tout jeter qu'est ce cœur, il ne vous déplaît guère. À répondre à cela, je ne daigne descendre. Et c'est son sot discours qu'il ne faut pas entendre. C'est fort bien fait à tout, et vous nous faites voir des modérations qu'on ne peut concevoir. Votre sincère aveu ne l'a pas peu surprise. Elle mérite assez de telle franchise, mais puisqu'il m'est permis, je vais à votre père, madame. Le plus sûr est de gagner ma mère. Mon père est d'une humeur à consentir à tout, mais il met peu de poids aux choses qu'il résout. Il a reçu du ciel certaines bontés d'âme qui le soumettent d'abord à ce que veut sa femme. C'est elle qui gouverne, et d'un ton absolu, elle dicte pour loin ce qu'elle a résolu. Je voudrais bien vous voir, pour elle et pour ma tante, une âme, je l'avoue, un peu plus complaisante. Mon cœur n'a jamais pu, tant il est nécessaire, même dans votre sort, flatter leur caractère. Et les femmes docteurs ne sont point de mon goût. Je consens qu'une femme est déclarée de tout, mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. J'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache, qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache. Je respecte beaucoup madame votre mère, mais je ne puis du tout approuver sa chimère. Son monsieur Trissotin me chagrine, m'assomme, et j'enrage de voir qu'elle estime un tel homme, qu'elle nous mette au rang des grands et beaux esprits un bonheur, dont partout on siffle les écrits. Ces écrits, ces discours, tout m'ensemble ennuyeux. Mais je me trouve assez, votre goût et vos yeux. Mais comme sur ma mère et la grande puissance, vous devez vous forcer à quelque complaisance. Oui, vous avez raison. Monsieur Trissotin m'inspire au fond de l'âme un dominant chagrin. Je ne puis consentir pour gagner ses suffrages à me déshonorer en prisant ses ouvrages. Dans le fatras des écrits qu'il nous donne, ce qui est à l'un lieu sa pédante personne, la constante hauteur de sa présomption, cette intrépidité de bonne opinion, cet indolent état de confiance extrême, qui le rend en tout temps si content de soi-même, qui fait qu'à son mérite, incessamment il rit, qu'il se sait si bon gré de tout ce qu'il écrit, et qu'il ne voudrait pas changer sa renommée contre tous les honneurs d'un général d'armée. Quel conte! Non, je dis la chose comme elle est. Mais je vois votre tante. Agréez, s'il vous plaît, que mon cœur lui déclare notre mystère.
et gagne sa faveur auprès de votre mère. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous, de la sincère flamme. Ah, tout beau, gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme. Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et ne m'expliquez point par un autre langage des désirs qui chez moi passent pour un autre âge. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes apports et qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Des projets de mon cœur, ne prenez point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, c'est le détouré d'esprit, je l'avoue, ce subtil faux fuyant mêlé qu'on le loue, et dans tous les romans où j'ai jeté les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame, et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daigniez favoriser mes vœux. Je vois doucement retaler la demande, et je sais, sous ce nom, ce qu'il faut que j'entende. Eh madame, à quoi bon un pareil embarras, et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, cessez de vous défendre de ce que vos regards m'ont souvent fait entendre. Il suffit que l'on est contente du détour dont s'est adroitement avisé votre amour, pourvu que ces transports par l'honneur épuré n'offrent à mes autels que des vœux épurés. Mais... Adieu! Pour ce coup, ceci doit vous suffire. Je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur... Laissez. Je rougis maintenant. Et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Mais je veux être pendu si je vous aime, et ça, je... Non! Non! Je ne veux rien entendre davantage! Mais bien François de la folle avec ses visions! A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un ordre aux soins que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. Oui, je vous porterai la réponse au plus tôt. J'appuierai, prêterai, ferai tout ce qu'il faut. Qu'un amant pour un mot a de choses à dire et qu'impatiemment il veut ce qu'il désire. Jamais. Oh, Dieu vous garde, mon frère. Et vous aussi, mon frère. Savez-vous qui est ici? Non, mais si vous voulez, je suis prêt à l'apprendre. Depuis assez longtemps, vous connaissez Titan. Sans doute. Je le vois qui fréquente chez nous. En quelle estime est-il, mon frère, auprès de vous? D'homme d'honneur, d'esprit, de cœur et de conduite. Et je vois peu de gens qui soient de son mérite. Certains désirs qu'il a conduit ici n'est pas. Et je me réjouis que vous en passiez. Titan auprès de vous me fait son interprète. Et son cœur était écrit des grâces d'Henriette. Quoi? De ma fille? Oui, Titan dans les charmés. Et je ne vis jamais avant plus enflammé. Non, non, je vous entends. Vous ignorez l'histoire et l'affaire n'est pas ce que vous pouvez croire. Comment, ma sœur? Clitandre abuse vos esprits, et c'est d'un autre objet que son cœur était pris. Vous voyez, ce n'est pas Henriette qu'il aime. Non, j'en suis assurée.
Il me l'a dit lui-même. Eh oui. Vous voyez, ma sœur, chargé par lui d'en faire la demande à son père aujourd'hui. Fort bien. Et son amour même m'a fait instant de presser les moments d'une telle alliance. Encore mieux, on ne peut tromper plus galamment. Henriette, entre nous, est un amusement et je veux bien, tous deux, vous mettre hors d'erreur. Mais, puisque vous savez tant de choses, ma sœur, dites-nous, s'il vous plaît, cet autre objet qu'il aime. Vous le voulez savoir? Oui, quoi? Moi, moi-même. Eh, ma sœur! Qu'est-ce donc que veut dire ce? Et qu'a de surprenant le discours que je fais? On est faite d'un air, je pense, à pouvoir dire. Et Dorante, Damis, Cléonte et Lycida peuvent bien faire voir qu'on a quelques apparts. Ces gens vous aiment? Oui, de toute leur puissance. Ils vous l'ont dit? Aucun n'a pris cette licence. Ils m'ont su révérer si fort jusqu'à ce jour qu'ils ne m'ont jamais dit un mot de leur amour. On ne voit presque point. Céan veut dire d'Alice. C'est pour me faire voir un respect plus soumis. Mais nous me piquant partout de rendre vos outrages. C'est son emportement d'une jalouse orage. Cléonte et Lycida ont pris femme tous deux. C'est par un désespoir où j'ai réduit leur feu. Ma foi, ma chère sœur, vision toute claire de ce chimère-là, vous devez vous défaire. Ah, chimères! Ce sont des chimères, dit-on. Chimère, moi, vraiment. Chimère est fort bon. Je me réjouis fort de chimères, mes frères. Et je ne savais pas que j'eusse des chimères. Votre sœur est folle, oui. Cela croit tous les jours. Mais, encore une fois, reprenons le discours. Titan vous demande Henriette pour femme. Voyez quelle réponse on doit faire à sa femme. Faut-il le demander? J'y consens, de bon cœur. Il tient son alliance à singulier honneur. Vous savez que le bien n'a pas d'abondance, que... C'est un intérêt qui n'est pas d'importance. Il est riche en vertu. Cela vaut des trésors. Et puis son père et moi n'étions qu'un en deux corps. Parlons à votre part et voyons la rente favorable. Il suffit, je l'accepte pour Jean. Oui, mais pour appuyer votre consentement, mon frère, il n'est pas mal d'avoir son avis. Vous moquez-vous. Il n'est pas nécessaire. Je réponds de ma femme et prends sur moi l'affaire. Mais laissez faire, dis-je. Il n'appréhendait pas, je l'avais disposé aux choses de ce pas. Soit. Je vais là-dessus sonder votre Henriette et reviendrai savoir. C'est une affaire faite. Et je vais à ma femme en parler. Sans délai. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous, marquise? Je veux j'ai. Oui. J'ai que l'on me donne mon congé, monsieur. Votre congé? Oui, madame me chasse. Je n'entends pas cela. Comment? On me menace de me pailler sans coup si je ne sors d'ici. Non, vous demeurerez, je suis content de vous. Ma femme vient souvent à la tête un peu chaude. Et je ne veux pas, moi. Voilà, je vous vois, maraude. Vite, sortez, fripole, allons. Quittez ces lieux et ne vous présentez jamais devant mes yeux. Tout doux. Non, c'en est fait. Je veux qu'elle sorte. Mais qu'a-t-elle commis pour vouloir de la sorte? Quoi? Vous la soutenez? En aucune façon. Prenez-vous son parti contre moi? Mon Dieu, non. Je ne fais seulement que demander son crime. Suis-je pour la chasser sans cause légitime? Je ne dis pas cela. Mais il faut de nos gens. Non, elle sortira, vous dis-je, de Séan. Eh bien oui. Vous dit-on quelque chose là contre? Je ne veux point d'obstacle au désir que je montre. D'accord. Et vous devez, en raisonnable époux, être pour moi contre elle et prendre mon courroux. Aussi fais-je. Oui, avec raison. Ma femme vous chasse d'opiner votre crime est indigne de grâce. Mais qu'est-ce donc que j'ai fait? Ma foi, je ne sais pas. Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas. A-t-elle, pour donner matière à votre haine, cassé quelques miroirs ou quelques porcelaines? Voudrais-je la chasser? Et vous figurez-vous que si, pour si peu de choses on se met en courroux? Qu'est-ce à dire? L'affaire est donc considérable? Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable?
Est-ce qu'elle a laissé d'un esprit négligent dérober quelques équerres ou quelques plats d'argent? Ah, cela ne serait rien. Oh, pêche, c'est la belle. Quoi? L'avez-vous surprise à n'être pas fidèle? C'est pire que tout cela. Pire que tout cela? Comment diantre friponne a-t-elle commis? Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, après 30 leçons, insulté mon oreille par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, qu'en termes décisifs condamne Vaugelas. Cela... Quoi, toujours, malgré nos remontrances, heurter le fondement de toutes les sciences, la grammaire, qui s'est régentée jusqu'au roi, et les faits, la main haute, obéir à ses lois. Du plus grand des forfaits, je la croyais coupable. Quoi? Vous ne trouvez pas ce crime impardonnable? Si fait, Je voudrais bien que vous l'excusassiez. je m'égare. Il est vrai que ce sont des pitiés. Toute construction est par elles détruite, et des lois du langage on l'a 100 fois instruite. Tout ce que vous prêchez, je crois bel et bon. Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon. L'impudent, appelé un jargon, le langage fondé sur la raison et sur le bel usage. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien. Et tous vos biodictons ne servent pas de rien. Eh bien, ne voilà pas encore dans son style. Ne servent pas de rien. Oh, cervelle indocile, faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, on ne te puisse apprendre à parler congrument? Mon Dieu, je n'avoue pas étudié comme vous. Et je parle tout droit comme on parle chez nous. Oh, peut-on y tenir? Quel solécisme horrible! En voilà pour tuer une oreille sensible. Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire? Qui parle de vous, c'est grand-mère et grand-père. Oh, ciel! Grammaire est prise à contresens par toi, et je t'ai déjà dit d'où vient ce mot. Ma foi, qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil ou de Pontoise, cela ne me fait rien. Oh, quelle âme villageoise! La grammaire du verbe et du nominatif, comme de l'adjectif avec le substantif, nous enseigne les lois. J'ai madame à vous dire que je ne connais point ces gens-là. Quelle martyre! Vous ne voulez pas, vous, me la faire sortir? Si fait. À son caprice, il me faut consentir. Va, ne l'irrite point, retire-toi, Martine. Comment? Vous avez peur d'offenser la coquine? Vous lui parlez d'un ton tout à fait obligeant. Moi, quoi? Allons, sortez! Va-t'en, ma pauvre enfant. Vous êtes satisfaite? Et la voilà partie? Mais je n'approuve point une telle sortie. C'est une fille propre aux choses qu'elle fait, et vous me la chassez pour amener au sujet. Vous voulez que toujours je l'ai à mon service? Pour mettre incessamment mon oreille au supplice de mots estropiés, cousus par intervalles, de proverbes traînés dans les ruisseaux des Halles? Il est vrai que l'on sut à souffrir ses discours. Elle y met Vaugelas en pièces tous les jours. Qu'importe qu'elle manque aux lois de Vaugelas, pourvu qu'à la cuisine elle ne manque pas. J'aime bien mieux pour moi qu'en épluchant ses herbes, elle accommode mal des noms avec les verbes et redise 100 fois un bas ou méchant mot, que de brûler ma viande, ou saler trop mon pot. Je vis de bonnes soupes et non de beau langage. Vaugelas n'apprend point à bien faire un potage. Et Malherbe et Balzac, si savants, en beaux mots. En cuisine, peut-être aurait été des sots. Que ce discours grossier, terriblement assomme. Et quelle indignité pour ceux qui s'appellent hommes d'être baissés sans cesse aux soins matériels, au lieu de se hisser vers les spirituels. Le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin? Oui, mon corps et moi-même. Et j'en veux prendre soin. Guenille si l'on veut. Ma guenille m'est chère. Le corps, avec l'esprit fait figure, mon frère. Mais si vous en croyez tout le monde savant, l'esprit doit sur le corps prendre le pas devant et notre plus grand soin. Notre première instance doit être à le nourrir du suc de la science. Ma foi, si vous songez à nourrir votre esprit, c'est de viande bien creuse, à ce que chacun dit. Et vous n'avez
nul soin, nulle sollicitude. Sollicitude dans mon oreille est rude. Il pue étrangement son ancienneté. Voulez-vous que je dise? Il faut qu'enfin j'éclate, que je lève le masque et décharge ma rate. De folles on vous traite, et j'ai fort sur le cœur. Commandant, c'est à vous que je parle, ma sœur. Le moindre solécisme en parlant vous irrite, mais vous en faites-vous d'étranges en conduite. Vos livres éternels ne me contentent pas, et or un gros plus tard qu'à mettre mes rabats, vous devriez brûler tout ce meuble inutile. Et laisser la science au docteur de la ville, voter pour faire bien du grenier d'océan, c'est de longues lunettes, à faire peur aux gens, et sans brimborion dans l'espèce importune. Ne point aller chercher ce qu'on fait dans la lune, et vous mêler un peu de ce qu'on fait chez vous. Nous voyons aller tout, sans dessus-dessous. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Nos pères sur ce point étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez quand la capacité de son esprit se hausse à connaître un pourpoint d'avec un haut de choses. Mais leur ne lisez point. Mais elles vivaient bien. Leur ménage était tout leur doc d'entretien, et leur livre, un dé, du fil et des aiguilles, dont elles travaillaient au trousseau de leur fille. Ah, les femmes d'à présent sont bien loin de ces mœurs. Elles veulent écrire et devenir auteurs. Nulle science n'est pour elles trop profonde, et séant beaucoup plus qu'en aucun lieu du monde. Les secrets les plus hauts s'y laissent concevoir, et l'on sait tout chez moi. Or, ce qu'il faut savoir. Raisonner est l'emploi de toute ma maison, et le raisonnement en bannit la raison. Une pauvre servante au moins m'était restée, qui de ce mauvais air n'était point affectée, voilà qu'on la chasse, avec un grand fracas, à cause qu'elle manque à part les Vosges-là. Je vous le dis, ma soeur, tout ce travail me blesse, car c'est comme j'ai dit à vous que je m'adresse. Je n'aime point séant tous vos gens à latin, et principalement ce monsieur Trissotin. C'est lui qui, dans des vers, vous a tympanisé. Tous les propos qu'il tient sont du pilvesé. Oh, on cherche ce qu'il dit après qu'il a parlé. Et je lui crois, pour moi, le timbre un peu fêlé. Quelle bassesse, ô ciel, et d'âme et de langage. Est-il de petit corps un plus lourd assemblage? Je me veux mal de mort d'être de votre race, et de confusion, j'abandonne la place. Avez-vous à lâcher encore quelques traits? Moi, non. Ne parlons plus de querelle. C'est fait. Discourons d'autres affaires. À votre fille aînée, on voit quelque mépris pour les nœuds d'Hyménée. C'est une philosophe. Enfin, je n'en dis rien. Elle est bien gouvernée, et vous faites fort bien. Mais de toute autre humeur se trouve sa cadette. Et je crois qu'il est bon de pourvoir Henriette, de choisir un mari. C'est à quoi j'ai songé. Et je veux vous ouvrir l'intention que j'ai. Ce monsieur Trissotin, dont on nous fait un crime, et qui n'a pas l'honneur d'être dans votre estime, est celui que je prends pour l'époux qu'il lui faut. Et je sais mieux que vous juger de ce qu'il vaut. La contestation est ici superflue, et de tout point chez moi, l'affaire est résolue. Au moins, ne dites mot du choix de cet époux. Je veux à votre fille en parler avant vous. J'ai des raisons à faire approuver ma conduite.
Et je connais très bien si vous l'aurez instruit. Eh bien, la femme sœur, mon frère, et je vois bien que vous venez d'avoir ensemble un entretien. Oui. Quel est le succès? Aurons-nous à rire? À quel consenti? L'affaire est-elle faite? Pas tout à fait encore. Refuse-t-elle? Non. Est-ce qu'elle balance? En aucune façon. Et quoi donc? C'est que pour gendre, elle m'offre un autre homme. Un autre homme pour gendre? Un autre. Qui se nomme? Monsieur Trissotin. Quoi? Ce monsieur Trissotin? Oui, qui parle toujours de verre et de latin. Vous l'avez accepté? Moi, toi, Dieu me plaise. Qu'avez-vous répondu? Rien. Et je suis bien aise de n'avoir point parlé pour ne m'engager pas. La raison est fort belle, et c'est faire un grand pas. Avez-vous su du moins le pauvre débutant? Non, car comme j'ai vu qu'on parlait d'autre chose, j'ai cru qu'il était mieux de me n'avancer point. Certes, votre prudence est rare au dernier point. N'avez-vous point de honte avec votre mollesse? Et se peut-il qu'un homme ait assez de faiblesse pour laisser à sa femme un pouvoir absolu et n'oser attaquer ce qu'elle a résolu? Mon Dieu, vous en parlez, mon frère, bien à l'aise. Et vous ne savez pas, comme le bruit me pèse, j'aime fort le repos, la paix et la douceur. Et ma femme est terrible avec son humeur. Du nom de philosophe, elle fait grand mystère, mais elle n'en est pas pour cela moins colère. Pour peu que l'on s'oppose à ce que veut sa tête, on en a pour 8 jours d'effroyables tempêtes. Elle me fait trembler dès qu'elle prend son ton. Je ne sais où me mettre. Et c'est un vrai dragon. Et cependant, avec toute sa diablerie, il faut que je l'appelle et mon cœur est mamie. Allez, laissez se moquer. Votre femme, entre nous, et par vous lâcheté souveraine sur vous. Son pouvoir n'est fondé que sur votre faiblesse. C'est de vous qu'elle prend le titre de maîtresse. Vous-même, à ses hauteurs, vous vous abandonnez. Et vous faites connu en bête parmenée. Mais quoi? Vous ne pouvez pas, voyant que mon prud'homme, vous résoudre une fois à vouloir être un homme, à faire condescendre une femme à vos voeux, et prendre assez de cœur pour dire « je le veux ». Vous laisserez sans honte immoler votre fille aux folles visions dont y tiennent la famille, et de tout votre bien revêtir un niveau pour 6 mots de latin qui leur fait sonner haut. Un pédant qu'à tout coup votre femme apostrophe du nom de père esprit et de grand philosophe, d'homme d'envers galant, jamais un égalat, et qui n'est, comme on sait, rien moins que tout cela. Allez, encore un coup, c'est une moquerie, et votre lâcheté mérite qu'on en rit. Oui, vous avez raison. Et je vois que j'ai tort. Alors, il faut enfin montrer un cœur plus fort, mon frère. C'est bien dit. C'est une chose infâme que d'être si soumis au pouvoir d'une femme. Fort bien. De ma douceur, elle a trop profité. Il est trop soumis de ma facilité. Et je veux lui faire aujourd'hui connaître que ma fille est ma fille et que j'en suis le maître pour lui prendre un mari qui soit selon mes voeux. Vous voilà raisonnable, et comme je vous veux. Vous êtes pour plus tendre et savez sa demeure. Faites-le-moi venir, mon frère, tout à l'heure. J'y cours, tout de ce pas. C'est souffrir trop longtemps. Je m'en vais être homme à la part des gens. Mettons-nous ici pour écouter Haleine sévère que mot à mot il est besoin qu'on pêche. Je brûle de les voir, et l'on s'en meurt chez nous. Ce sont charmes pour moi que ceux qui parlent de vous. J'avais une douceur à nulle autre pareille. Ce sont repas friands qu'on donne à mon oreille. Ne faites pas languir de si
grâce. C'est un enfant tout nouveau-né, madame. Son sort, assurément, a lieu de vous toucher, et c'est dans votre cour que je viens d'accoucher. Pour me le rendre cher, il suffit de son père. Votre approbation lui peut servir de mère. Ah, qu'il a d'esprit! Voilà. Pourquoi donc fuyez-vous? C'est de peur de troubler un entretien si doux. Approchez et venez de toutes vos oreilles prendre part au plaisir d'entendre des merveilles. Je sais peu les beautés de ce que l'on écrit, et ce n'est point mon fait que les choses d'esprit. Il n'importe, aussi bien ai-je à vous dire ensuite un secret dont il faut que vous soyez instruits. Les sciences n'ont rien qui vous puisse enflammer, et vous ne vous piquez que de savoir charmer. Aussi peu l'un que l'autre, et je n'ai nulle envie. Ah! Songeons à l'enfant nouveau-né, je vous prie. Vite, petit garçon, allons, de quoi s'asseoir. Voyez l'impertinent. Est-ce qu'on l'on doit choir après avoir appris l'équilibre des choses? De ta chute, ignorant, ne vois-tu pas les causes? Et qu'elle vient d'avoir du point fixe écarté ce que nous appelons centre de gravité. Je m'en suis aperçu, madame, étant par terre. Le lourdeau. Bien lui prend de n'être pas de verre. J'aime la poésie avec entêtement, surtout quand les vers sont tournés galamment. Si nous parlons toujours, il ne pourra rien dire. Silence, ma nièce! Ah, laissez-le donc lire. Sonnez à la princesse Uranie sur sa fièvre. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Ah, le joli début, il a le tour galant. Lui seul des vers aisés possède le talent. À prudence endormie, il faut rendre les armes. Loger son ennemi est pour moi plein de charme. J'aime superbement et magnifiquement. Ces deux adverbes joints font admirablement. Prêtons l'oreille au reste. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement. Votre prudence est endormie de traiter magnifiquement et de loger superbement votre plus cruel ennemi. Prudence endormie. Loger son ennemi. Superbement et magnifiquement. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement, où cet ingrat, insolemment, attaque votre belle vie. Ah, tout doux, laissez-moi de grâce respirer. Donnez-nous, s'il vous plaît, le loisir d'admirer. On se sent à ces vers, jusqu'au fond de l'âme, couler je ne sais quoi, qui fait que l'on se parle. Faites-la sortir, quoi qu'on dit, de votre riche appartement. Que riche appartement est là joliment dit, et que la métaphore est mise avec esprit. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Ah, que ce quoi qu'on dit est d'un goût admirable. C'est dans mon sentiment un endroit impayable. De quoi qu'on dit aussi, mon cœur est amoureux. Je suis de votre avis. Quoi qu'on dit est heureux. Je voudrais l'avoir fait. Il vaut toute une pièce. Mais en comprend-on bien, comme moi, la finesse? Oh. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Que de la fièvre on prenne ici des intérêts. N'ayez aucun égard. Moquez-vous des caquets. Faites-la sortir, quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Quoi qu'on dit. Je ne sais pas pour moi si chacun me ressemble, mais
j'entends là-dessous 1 million de mots. Il est vrai qu'il dit plus de choses qu'il n'est gros. Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on dit, avez-vous compris, vous, toute son énergie? Songez-vous bien vous-même à tout ce qu'il nous dit et pensiez-vous alors y mettre tant d'esprit? J'ai pas aussi l'ingrate dans la tête. Cette ingrate de fièvre, injuste, malhonnête, qui traite mal les gens qui la logent chez eux. Enfin, les quatrains sont admirables tous deux. Venons-en promptement au tercet, je vous prie. S'il vous plaît. Encore une fois, quoi qu'on dit. Faites-la sortir. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dit. De votre riche appartement. Riche appartement. C'est un gratte, insolemment. C'est un gratte de fièvre. Attaque votre belle vie. Votre belle vie. Quoi? Sans respecter votre rang, elle se prend à votre sang et nuit et jour vous fait outrage. Si vous la conduisez au bain, sans la marchander davantage, mettez-la de vos propres mains. On n'en peut plus. On se meurt de plaisir. De 1000 doux frissons, vous vous sentez saisi. Si vous la conduisez au bain. Sans la marchander davantage. Noyez-la de vos propres mains. De vos propres mains, là, noyez-la dans les bains. Chaque pas de mon père rencontre un très charmant. Partout on s'y promène avec ravissement. On n'y saurait marcher que sur de belles choses. Ce sont petits chemins tout parsemés de roses. Ce n'est donc que vous semble... Admirable, nouveau, et personne jamais n'a rien fait de si beau. Quoi? Sans émotion pendant cette lecture? Vous faites là, ma nièce, une étrange figure. Peut-être que mes vers importunent madame. Point, je n'écoute pas. Ah, voyons l'épigramme. Sur un carrosse de couleur amarante, donné à une dame de ses amis. Ces titres ont toujours quelque chose de rare. À son retrait d'esprit, la nouveauté prépare. L'amour, si chèrement m'a vendu son lien, qu'il m'en coûte déjà la moitié de mon bien. Et quand tu vois ce beau carrosse, où Tendance se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs. Ah, Malaïs, voilà de l'érudition. L'enveloppe est jolie et vaut 1 million. Et quand tu vois ce beau carrosse où Tendance se relève en bosse, qu'il étonne tout le pays et fait pompeusement triompher Malaïs, ne dis plus qu'il est amarante. Dis plutôt qu'il est de ma rente. À celui-là ne s'attend point du tout. On n'a que lui qui puisse écrire de ce goût. Ne dis plus qu'il est amarant. Dis plutôt qu'il est de ma rente. Voilà qui se décline. Marrante. De marrante. Marrante. Je ne sais du moment où je vous ai connu si sur votre sujet j'ai l'esprit prévenu, mais j'admire partout vos vers et votre prose.
admirer. Je n'ai rien fait envers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer, en ami, 8 chapitres du plan de notre académie. Car, enfin, je me sens un étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger toutes, tant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. C'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau ou des beautés d'un point ou d'un brocart nouveau. Il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Pour les dames, on s'aime en respect en tout lieu. Et si je rends hommage au brillant de leurs yeux, de leur esprit aussi, j'honore les lumières. Le sexe aussi vous rend justice en ces matières. Mais nous voulons montrer à de certains esprits dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris que de sciences aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire, comme eux, de doctes assemblées. Pour l'ordre, je m'attache au péripathétisme. Pour les abstractions, j'aime le platonisme. Les figures me plaisent, ces dogmes sont forts. Je m'accommode assez pour moi des petits corps. Descartes, pour les mots, donne fort dans mon sens. J'aime ces tourbillons. Moi, c'est monde, ton monde. Il me tarde de voir notre assemblée ouverte et de nous signaler par quelques découvertes. Pour moi, sans me flatter, j'en ai déjà fait une. Et j'ai vu clairement des hommes dans la lune. Je n'ai pas encore vu d'homme comme je crois, mais j'ai vu des clochers, tout comme je vous vois. Nous approfondirons, ainsi que la physique, grammaire, histoire, vers, morale et politique. La morale a des traits dont mon cœur était pris, et c'était autrefois l'amour des grands esprits. Pour la langue, on verra dans peu nos règlements, et nous y prétendons faire des remuements. Mais le plus beau projet de notre académie, une entreprise noble et dont je suis ravi, un destin plein de gloire et qui sera vanté chez tous les beaux esprits de la postérité, c'est le retranchement de ces syllabes sales, qui dans les plus beaux mots produisent des scandales. C'est source d'un amas d'équivoques infâmes dont on vient faire insulte à la pudeur des femmes. Voilà certainement d'admirables projets. Vous verrez nos statuts quand ils seront tous faits. Il ne saurait manquer d'être tous beaux et sages. Nous serons par nos lois les juges des ouvrages, par nos lois prose et vers, tout nous sera soumis. Nul n'aura de l'esprit, hors nous et nos amis. Nous chercherons partout à trouver à redire, et ne verrons que nous qui sachent bien écrire. Monsieur, un homme est là qui veut parler à vous. Il est vêtu de noir et parle d'un ton doux. C'est cet ami savant qui m'a fait tant d'instance de lui donner l'honneur de votre connaissance. Pour le faire venir, vous avez tout crédit. Faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Voilà, je vous ai dit en paroles bien claires que j'ai besoin de vous. Mais pour quelle affaire? Venez, on va dans peu vous les faire savoir. Voici l'homme qui meurt du désir de vous voir. Il peut tenir son coin parmi de beaux esprits. La main qui le présente en dit assez le prix. Il a des grands auteurs, la pleine intelligence. Et c'est du grec, madame, autant que de France. Du grec? Oh ciel! Du grec! Il sait du grec, ma sœur! Oh, ma nièce, du grec! Oh, du grec, quelle douceur! Permettez, de grâce, que pour l'amour du grec, monsieur, on vous embrasse!
Excusez-moi, monsieur, je n'entends pas le grec. J'ai, pour les livres grecs, un merveilleux respect. Je crains d'être fâcheux par l'ardeur qui m'engage à vous rendre aujourd'hui, madame, mon hommage. Et j'aurais pu troubler quelques doctes entretiens. Monsieur, avec du grec, on ne peut gâter rien. Aurait-il fait merveille en vers, ainsi qu'en prose? Et pourrais, si vous voulez, vous montrer quelque chose? Le défaut des auteurs dans leur production, c'est d'antiraliser les conversations. Pour moi, je ne vois rien de plus sot à mon sens qu'un auteur qui partout va baiser des encens. On ne m'a jamais vu ce fol entêtement. Et d'un grec là-dessus, je suis le sentiment qui, par un dogme express, défend à tous les sages l'indigne empressement de lire leurs ouvrages. Voici de petits vers pour de jeunes amants, sur quoi je voudrais bien avoir vos sentiments. Vos vers iront des beautés que n'ont point tous les autres. Les grâces et les nus se règnent dans tous les beaux. Vous avez le ton libre et le beau choix des mots. On voit partout chez vous l'itos et le pathos. Est-il rien d'amoureux comme vos chansonnets? Peut-on voir rien d'égal au sonnet que vous faites? Rien qui soit plus charmant que vos petits rondeaux. Et dans les bouts rimés, je vous trouve adorable. Vos ballades, surtout, vous êtes admirable. C'est une ballade, et je veux que tout net vous... Avez-vous vu certains petits sonnets sur la fièvre qui tient la princesse Uranie? Oui, hier il me fut lu dans une compagnie. Vous en savez l'auteur? Non, mais je sais fort bien qu'à ne le point flatter, son sonnet ne vaut rien. Beaucoup de gens pourtant le trouvent admirable. Cela n'empêche pas qu'il ne soit misérable. Si vous l'avez lu, vous serez de mon goût. Je sais que là-dessus, je n'en suis pas du tout. Et que d'un tel sonnet, peu de gens sont capables. Me préserve le ciel d'en faire de sang. Je soutiens qu'on ne peut en faire de meilleur. Et la grande raison, c'est que j'en suis l'auteur. Vous? Moi. Je ne sais donc comment se fit l'affaire. C'est qu'on fut malheureux de ne pouvoir vous plaire. Il faut qu'en écoutant, j'ai eu l'esprit distrait. Ou que le lecteur m'ait gâté le sonnet. Mais laissons ce discours et voyons ma ballade. La ballade, à mon goût, est une chose fade. Ce n'en est plus la mode, elle sent son vieux temps. La ballade pourtant charme beaucoup de gens. Cela n'empêche pas qu'elle ne me déplaise. Elle n'en reste pas pour cela plus mauvaise. Elle a, pour les pédants, de merveilleux abats. Cependant, nous voyons qu'elle ne vous plaît pas. Allez, petit Grimaud, barouilleur de papier. Allez, rimeur de balle, opprobre du métier. Allez, frépit d'écrit, impudent plagiaire. Allez, cuistre. Hé, messieurs, que prétendez-vous faire? Souviens-toi de ton livre et de son peu de bruit. Et toi, de ton libraire à l'hôpital réduit? Ma gloire est établie. En vain, tu la déchires. Oui, oui, je te renvoie à l'auteur des satires. Ma plume t'apprendra quel homme je puis être. Et la mienne saura te faire voir ton maître. Je te défie en vers, prose, grec et latin. Eh bien, nous nous verrons seul à seul. Chez Bardin.
mon emportement, ne donnez aucun blâme. C'est votre jugement que je défends, madame, dans le sonnet qu'il a l'audace d'attaquer. À vous remettre bien, je me veux appliquer. Mais parlons d'autre affaire. Approchez, Henriette. Depuis assez longtemps, mon âme s'inquiète de ce qu'aucun esprit en vous ne se fait voir. Mais je trouve un moyen de vous en faire avoir. C'est prendre un soin pour moi qui n'est pas nécessaire. Les doctes entretiens ne sont point mon affaire. C'est une ambition que je n'ai point en tête, et je me trouve fort bien ma mère d'être bête. Oui, mais j'y suis blessée, et ce n'est pas mon compte de souffrir dans mon sang une pareille honte. La beauté du visage est un frêle ornement, une fleur passagère, un éclat d'un moment et qui n'est attaché qu'à la simple épiderme. Mais celle de l'esprit est inhérente et ferme. J'ai donc cherché longtemps un biais de vous donner la beauté que les ans ne peuvent moissonner, de faire entrer en vous le désir des sciences, de vous insinuer les belles connaissances. Et la pensée enfin où mes vœux ont souscrit, c'est d'attacher à vous un homme plein d'esprit. Et cet homme est monsieur que je vous détermine à voir comme l'époux que mon choix vous destine. Moi, ma mère? Oui, vous! Faites la sotte un peu. Je vous entends. Vos yeux demandent mon aveu pour engager ailleurs un cœur que je possède. Allez, je le veux bien à ce nœud, je vous cède. C'est un hymen qui fait votre établissement. Je ne sais que vous dire en mon ravissement, madame, et cet hymen dont je vois comme un orme, mais... Tout bois, monsieur, il n'est pas fait encore, ne vous pressez pas tant. Comme vous répondez, savez-vous bien que si. Suffit, vous m'entendez? Elle se rendra sage. Allons, laissons-la faire. On voit briller sur vous les soins de notre mère, et son choix ne pouvait d'un plus illustré. Si le choix est si beau, que ne le prenez-vous? C'est à vous, non à moi que ça doit être donné. Je vous le cède tout comme à ma sœur aînée. Si l'hymen comme à vous me paraissait charmant, j'accepterais votre offre avec ravissement. Si j'avais comme vous les pédants dans la tête, je pourrais le trouver un parti fort honnête. Cependant, bien qu'ici nos goûts soient différents, nous devons obéir, ma sœur, à nos parents. Une mère a sur nous une entière puissance, et vous croyez en vain, par votre résistance. Il faut approuver mon destin. Ôtez ce gant, touchez un monsieur dans la main, et le considérez désormais dans votre âme en homme dont je veux que vous soyez la femme. De ce côté, ma sœur, vos penchants sont fort grands. Il nous faut obéir, ma sœur, à nos parents. Un père a sur nos voeux une entière puissance. Une mère a sa part à notre obéissance. C'est-à-dire? Je dis que j'appréhende fort qu'ici ma mère et vous ne soyez point d'accord. Et c'est un autre époux. Taisez-vous, Péronnelle. Allez philosopher tout le soir avec elle et de mes actions ne vous mêlez en rien. Dites-lui ma pensée et l'avertissez bien qu'elle ne vienne pas m'échauffer les oreilles. Allons vite. Fort bien, vous faites des merveilles. Quel transport, quel choix. Ah, que l'on saurait tout. Alors, prenez sa main et passez devant nous. Menez-la dans sa chambre. Ah. Les douces caresses. Tenez, mon cœur s'émeut à toutes ces tendresses. Cela a gaillardé tout à fait mes vieux jours. Et je me ressouviens de mes jeunes amours.
a retenu son esprit en balance. Elle a fait vanité de son obéissance et semblait suivre moins les volontés d'un père qu'affecter de braver les ordres d'une mère. Je lui montrerai bien aux lois de qui des deux les droits de la raison soumettent de tous ses voeux. Et qui doit gouverner? Ou sa mère ou son père? Ou l'esprit ou le corps? La forme ou la matière? On vous en devait bien moins un compliment, et ce petit monsieur en use étrangement de vouloir malgré vous devenir votre gendre. Il n'en est pas encore où son cœur peut prétendre. Je le trouvais bien fait et j'aimais vos amours. Mais dans ses procédés, il m'a déplu toujours. Il sait que, Dieu merci, je me mêle d'écrire et jamais il ne m'a prié de lui rien lire. Je ne souffrirais point, si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il pût être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus je parle en fille intéressée, et que le lâche tour que l'on voit qui me fait jette au fond de mon cœur quelques dépits secrets. Il est de votre honneur d'être à ses vœux contraires, et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Petit sot! Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace. Le brutal! Et 20 fois qu'on m'ouvra genou faux, j'ai vu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. L'impertinent! Souvent nous en étions aux prises, et vous ne croiriez point de combien de sottises. Hé, doucement, de grâce, un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait, et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence? Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Au changement de vœux, nulle horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité, ce que m'a de votre âme ordonné la fierté. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'a souhaité empressé. Devoir, respect, service dont il ne vous est fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire les vœux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce, madame, ma faute ou la vôtre? Appelez-vous, monsieur, être à vos vœux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens nets et débarrassés, et vous ne goûtez point dans ces plus doux appâts cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière, et pour nourrir les feux que chez vous en produit, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur. Je m'aperçois, madame, que j'ai ne vous déplaise un corps tout comme une âme. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez, j'aime avec tout moi-même. Et l'amour qu'on me donne en vœu, je le confesse à toute la personne. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque, pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, j'aurai sous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus de temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, j'aurai mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage?
quand vous promettez cet autre mariage, et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près? Et madame, voyez votre choix, je vous prie, exposez-moi de grâce à moins d'ignominie. Et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de Monsieur Crissotin. Orséan, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon osé, de vous voir au ciel, élever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Nous l'avons en dormant, madame, échappé belle. Un monde près de nous a passé tout du long échu tout au travers de notre tourbillon. Et s'il eût en chemin rencontré notre terre, elle eût été brisée en morceaux, comme un verre. Remettons ce discours pour une autre saison. Monsieur n'y trouverait ni rime ni raison. Il fait profession de chérir l'ignorance et de haïr surtout l'esprit et la science. Cette vérité veut quelque adoucissement. Je m'explique, madame. Et je hais seulement la science et l'esprit qui gâtent les personnes. Ce sont choses de soi qui sont belles et bonnes. Mais j'aimerais mieux être au rang des ignorants que de me voir savant comme certaines gens. Pour moi, je ne tiens pas quelque effet qu'on suppose que la science soit pour gâter quelque chose. Et c'est mon sentiment. Qu'en fait comme en propos, la science est sujette à faire de grands sauts. Le paradoxe est fort. Sans être fort habile, la preuve m'en serait, je pense, assez facile. Si les raisons manquaient, je suis sûr qu'en tout cas, les exemples fameux ne me manqueraient pas. Pour moi, je ne vois pas ces exemples fameux. Moi, je les vois si bien qu'ils me craignent les yeux. J'ai cru jusqu'ici que c'était l'ignorance qui faisait les grands sauts, et non pas la science. Vous avez cru fort mal, et je vous suis garant qu'un sot savant est sot, plus qu'un sot ignorant. La sottise dans l'un se fait voir toute pure. Et l'étude dans l'autre ajoute à la nature. Le savoir garde en soi son mérite éminent. Le savoir dans un fat devient impertinent. Il faut que l'ignorance ait pour vous de grands charmes, puisque pour elle ainsi vous prenez tant les armes. Si pour moi l'ignorance a des charmes bien grands, c'est depuis qu'à mes yeux s'offrent certains savants. Il me semble, monsieur. Et madame de grâce, monsieur est assez fort, sans qu'à son aide on passe. On souffre aux entretiens ces sortes de combats pourvu qu'à la personne on ne s'attaque pas. Et de bien d'autres traits il s'est senti piquer, sans que jamais sa gloire ait fait que s'en moquer. De son bon goût, monsieur, on en voit les effets. Où voyez-vous, monsieur, qu'elle est si mauvaise? Votre chaleur est grande, et cet emportement de la nature en vous marque le mouvement. C'est le nom de rival qui, dans votre âme, excite. Le savant qui tantôt vous a rendu visite, et de qui j'ai l'honneur de me voir le valet, madame, vous exhorte à lire ce billet. Quelque important que soit ce qu'on veut que je lise, apprenez, mon ami, que c'est une sottise de se venir jeter au travers d'un discours, et qu'aux gens de logis, il faut avoir recours afin de s'introduire en valet qui sait vivre. Je noterai cela, madame, dans mon livre. Crissotin s'est vanté, madame, qu'il épouserait votre fille. Je vous donne avis que sa philosophie n'en veut qu'à vos richesses et que vous ferez bien de ne pas conclure ce mariage, que vous n'ayez vu le poème que je compose contre lui. En attendant cette peinture où je prétends vous le dépeindre de toutes ses couleurs, je vous envoie Horace, Virgile, Terence et Catulle, où vous verrez notés en marge tous les endroits qu'il a pillés. Voilà sur cet hymen que je me suis promis un mérite attaqué de beaucoup d'ennemis. Et ce déchaînement, aujourd'hui, me convie à faire une action qui confond de l'envie.
rapportez tout cela sur l'heure à votre maître et lui dites qu'afin de lui faire connaître quel grand état je fais de ses nobles avis, et comme je les crois dignes d'être suivis, dès ce soir, à monsieur, je marierai ma fille. Vous, monsieur, comme ami de toute la famille, à signer leur contrat, vous pourrez assister. Et je vous y veux bien de ma part invitée. Armande, prenez soin d'envoyer au notaire et d'aller avertir votre sœur de l'affaire. Pour avertir ma sœur, il n'en est pas besoin. Et monsieur que voilà saura prendre le soin de courir lui porter bientôt cette nouvelle et disposer son cœur à vous être rebelle. Nous verrons qui sur elle aura plus de pouvoir et si je la saurai réduire à son devoir. J'ai grand regret, monsieur, de voir qu'à Beauvisée, les choses ne soient pas tout à fait disposées. Je m'en vais travailler, madame, avec ardeur, à ne point vous laisser ce grand regret au cœur. J'ai peur que votre effort n'ait pas trop bonne issue. Peut-être verrez-vous votre crainte déçue. Je le souhaite ainsi. J'en suis persuadé. Et que de votre appui, je saurai seconder. Oui, je vais vous servir de toute ma puissance. Et ce service est sûr de ma reconnaissance. Sans votre appui, monsieur, je serais malheureux. Madame de votre femme a rejeté mes vœux et son cœur prévenu veut Trissotin pour gendre. Mais quelle fantaisie a-t-elle donc pu prendre? Pourquoi tant vouloir ce monsieur Trissotin? C'est par l'honneur qu'il a de rimer à latin qu'il a sur son rival emporté l'avantage. Elle veut dès ce soir faire ce mariage. Dès ce soir? Dès ce soir. Et dès ce soir, je veux pour la contrecarrer vous marier tous deux. Pour dresser le contrat, elle envoie au notaire. Et je vais le quérir pour celui qu'il doit faire. Et madame doit être instruite par sa sœur de lui-même où l'on veut qu'elle apprête son cœur. Et moi, je lui commande, avec pleine puissance, de préparer sa main à cette autre alliance. Ah, je leur ferai voir si pour donner ma loi, il est dans la maison autre maître que moi. Hélas, dans cette humeur, conservez-le toujours. J'emploierai toutes choses à servir vos amours. Quelques secours puissants compromettent à ma flamme. Mon plus solide espoir, c'est votre cœur, madame. Vous voyez à quel nœud on prétend le contrat. Tant qu'il sera pour moi, je ne vois rien à craindre. Je vais tout essayer pour nos voeux les plus doux. Et si tous mes efforts ne me donnent à vous, il est une retraite où notre âme se donne qui m'empêchera d'être à toute autre personne. Veuille le juste ciel me garder en ce jour, de recevoir de vous cette preuve d'amour. C'est sur le mariage où ma mère s'apprête que j'ai voulu, monsieur, vous parler tête à tête. J'ai cru, dans le trouble où je vois la maison, que je pourrais vous faire écouter la raison. Je sais qu'avec mes vœux, vous me jugez capable de vous porter en dot un bien considérable. Mais l'argent, dont on voit tant de gens faire cas, pour un vrai philosophe a d'indignes appâts. Aussi, n'est-ce point là ce qui me charme en vous? Et vos brillants attraits, vos yeux perçants et doux, votre grâce et votre air, sont les biens, les richesses qui vous ont attiré mes voeux et mes tendresses. C'est de ces seuls trésors que je suis amoureux. Je suis fort redevable à vos feux généreux. Cet obligeant amour a de quoi me confondre. Et j'ai regret, monsieur, de ne pouvoir répondre. Un cœur, vous le savez, à deux ne saurait être. Et je sens que du mien qui tendre s'est fait maître. Je sais qu'il a bien moins de mérite que vous, que j'ai de méchants yeux pour le choix d'un époux, que par son beau talent vous devriez me plaire. Je vois bien que j'ai tort, mais je n'y puis que faire. Le don de votre main
où l'on me fait prétendre, me livrera ce que possède l'Itendre. Et par 1012 soins, j'ai lieu de présumer que je pourrais trouver là de me faire aimer. Non! À ces premiers vœux, mon âme est attachée, et ne peut de vos soins, monsieur, être touchée. Cette amoureuse ardeur qui, dans les cœurs, s'excite, n'est point comme énoncé un effet de mérite. Le caprice y prend part, et quand quelqu'un nous plaît, souvent nous avons peine à dire pourquoi c'est. Si l'on aimait, monsieur, par choix et par sagesse, vous auriez tout mon cœur et toute ma tendresse. Mais l'on voit bien que l'amour se gouverne autrement. Laissez-moi, je vous prie, à mon aveuglement. Quand on est honnête homme, on ne veut rien devoir à ce que des parents ont sur nous de pouvoir. On répugne à se faire immoler ce qu'on aime. Et l'on veut n'obtenir un cœur que de lui-même. Cette ardeur, jusqu'ici ignorée de vos yeux, vous consacrez des vœux d'éternelle durée. Rien n'en peut arrêter les aimables transports. Et bien que vos beautés condamnent mes efforts, je ne puis refuser le secours d'une mère qui prétend couronner une flamme si chère. Et pourvu que j'obtienne un bonheur si charmant, pourvu que je vous ai, il n'importe comment. Mais savez-vous qu'on risque un peu plus qu'on ne pense à vouloir sur un cœur usé de violence, qui ne fait pas bien sûr à vous le trancher net d'épouser une fille en dépit qu'elle en est. Un tel discours n'a rien dont je sois altéré. À tous événements, le sage est préparé. Nous allons voir bientôt comment ira l'affaire, et l'on a là-dedans fait venir le notaire. Ah, ma fille, je suis bien aise de vous voir. Alors, venez-vous-en faire votre devoir et soumettre vos vœux aux volontés d'un père. Je veux apprendre à vivre à votre mère. Et pour la mieux braver, voilà, malgré ses dents martyres, que jamais elle est rétablie séant. Vos résolutions sont dignes de louange. Gardez que cette humeur, mon père, ne vous change. Soyez ferme à vouloir ce que vous souhaitez, et ne vous laissez point séduire par vos bontés. Ne vous relâchez pas, et faites bien en sorte d'empêcher que sur vous, ma mère ne l'emporte. Comment? Me prenez-vous ici pour un mené? M'en préserve le ciel. Suis-je un fin, s'il vous plaît? Je n'ai pas dit cela. Me croit-on incapable des fermes sentiments d'un homme raisonnable? Non, mon père. Est-ce donc qu'à l'âge où je me vois, je n'aurai pas l'esprit d'être maître chez moi? Si fait. Et que j'aurai cette faiblesse d'âme de me laisser mener par le nez à ma femme? Mais non, mon père. Ouais. Qu'est-ce donc que ceci? Je vous trouve plaisante à me parler ainsi. Si je vous ai choqué, ce n'est pas mon envie. Ma volonté séante doit être en tout suivie. Fort bien, mon père. Aucun, hors moi, dans la maison n'a droit de commander. Oui, vous avez raison. C'est moi qui tiens le rang de chef de la famille. D'accord. C'est moi qui dois disposer de ma fille. Eh oui. Le ciel me donne un plein pouvoir sur vous. Et qui vous dit le contraire? Et pour prendre en époux, je vous ferai bien voir que c'est à votre père qu'il vous faut obéir, non pas à votre mère. Hélas, vous flattez là le plus doux de mes vœux. Veuillez être obéi, c'est tout ce que je veux. Nous verrons si ma femme a mes désirs rebelles. La voici qui conduit le notaire avec elle. Secondez-moi bien tous. Laissez-moi. J'aurai soin de vous encourager si j'en ai de besoin. Ne sauriez changer votre style sauvage et nous faire un contrat qui soit en beau langage?
Et notre style est très bon, et je serais d'un sot, madame, de vouloir échanger un seul mot. Ah, quelle barbarie au milieu de la France! Mais au moins, monsieur, en faveur de la science, veuillez, au lieu d'écus, de livres et de francs, nous exprimer la dot en mines et talents, et dater par les mots d'ides et de calendes. Moi, si j'allais, madame, accorder vos demandes, je me ferais siffler de tous mes compagnons. De cette barbarie en vain, nous nous plaignons. Allons, monsieur, prenez la table pour écrire. Oh! Cette impudente ose encore se produire. Pourquoi donc, s'il vous plaît, la ramener chez moi? Tantôt, avec loisir, on vous dira pourquoi nous avons maintenant autre chose à conclure. Procédons au contrat. Où donc est la future? Celle que je marie est la cadette. Bien. Oui, la voilà, monsieur. Henriette est son nom. Fort bien. Et la future? L'époux que je lui donne est monsieur. Et celui, moi, qu'en propre personne, je prétends qu'elle épouse est monsieur. 2 époux? C'est trop pour la coutume. Et où vous arrêtez-vous? Mettez monsieur Crissotin pour mon gendre. Pour mon gendre, mettez monsieur Clitandre. Mettez-vous donc d'accord, et d'un jugement mûr, voyez à convenir entre vous du futur. Suivez, monsieur, le choix où je m'arrête. Faites, monsieur, les choses à ma tête. Mettez-vous donc... Dites-moi donc à qui j'obéirai des deux. Quoi donc? Vous combattez les choses que je veux? Je ne saurais souffrir qu'on ne cherche ma fille que pour l'amour du bien qu'on voit dans ma famille. Vraiment, à votre bien, on songe bien ici. Et c'est là pour un sage un fort digne souci. Enfin, pour son époux, j'ai fait choix de Clitandre. Et moi, pour son époux, voici qui je veux prendre. Mon choix sera fini. C'est un point résolu. Vous le prenez là d'un ton bien absolu. Ce n'est point à la femme à prescrire et je somme pour céder le dessus en toutes choses aux hommes. C'est bien dit. Mon congé, 100 fois me fut-il. La poule ne doit point chanter devant le coq. Sans doute. Et nous voyons que d'un homme on se gosse quand sa femme chez lui porte l'eau de chose. Il est vrai. Si j'avais un mari, je le dis, je voudrais qu'il se fît le maître du logis. Je ne l'aimerais point s'il faisait le jocrisse. Si je contestais contre lui par caprice, je trouverais fort bon qu'avec quelques soufflets. C'est parler comme il faut. Monsieur est raisonnable de vouloir pour sa fille un mari convenable. Ouais. Par quelle raison, jeune et bien fait qu'il est, je refuse l'existence. Et pourquoi, s'il vous plaît, lui bailler un savant qui sans cesse épilogue? Il lui faut un mari, non pas un pédagogue. Et ne voulant savoir le grec ni le latin, elle n'a pas besoin de monsieur Trissotin. Fort bien. Il faut souffrir qu'elle jase à son aise. Les savants ne sont bons que pour prêcher en chair. Et pour moi, je l'ai dit, je ne voudrais jamais prendre un homme d'esprit. L'esprit n'est point du tout ce qu'il faut en ménage. Les livres cadrent mal avec le mariage. Et je veux, si jamais on engage ma foi, un mari qui n'ait point d'autre livre que moi, qui ne sache ameubler n'en déplaise à madame, et ne soit en docteur que Elle se fait, et sans trouble, ai-je assez écouté votre digne interprète? Elle a dit vérité. Et moi, pour trancher court cette dispute, il faut qu'absolument mon désir s'exécute. Henriette et monsieur seront joints de ce pas. Je l'ai dit, je le veux. Ne me répliquez pas. Et si votre parole à Clitandre est donnée, offrez-lui le parti d'épouser son aîné. Voilà dans cette affaire un accommodement. Voyez, y donnez-vous votre consentement. Et mon père! Monsieur! On pourrait bien lui faire des propositions qui pourraient mieux lui plaire. Mais nous établissons une espèce d'amour qui doit être épuré comme l'astre du jour. J'ai regret de troubler un mystère joyeux. J'attends ce matin à ces lieux. Ces 2 lettres me font porteur de 2 nouvelles, dont j'ai senti pour vous les atteintes cruelles. L'une pour vous me vient de votre procureur. L'autre pour vous me vient de Lyon. Quel malheur digne de nous troubler pourrait-on nous écrire? Cette lettre en contient un qui pourrait lire.
Madame, J'ai prié monsieur votre frère de vous rendre cette lettre qui vous dira ce que je n'ai osé vous aller dire. La grande négligence que vous avez pour vos affaires a été cause que le clerc de votre rapporteur ne m'a point averti, et vous avez perdu absolument votre procès que vous deviez gagner. Votre procès perdu? vous vous troublez beaucoup. Mon cœur n'est point du tout ébranlé de ce coup. Faites paraître une âme moins commune, à braver, comme moi, les traits de la fortune. Le peu de soins que vous avez vous coûte 40 000 écus et c'est à payer cette somme avec les dépens que vous êtes condamné par arrêt de la cour. Condamné? Oh, ce mot est choquant et n'est fait que pour les criminels. Il a tort à mes yeux. Et vous vous êtes là, justement, récrié. Vous devez avoir mis que vous êtes prié par arrêt de la cour de payer au plus tôt 40 000 écus et les dépenses qu'il faut. Voyons l'autre. Monsieur, l'amitié qui me lie à monsieur votre frère me fait prendre intérêt à tout ce qui vous touche. Je sais que vous avez mis votre bien entre les mains d'Argante et de Damon, et je vous donne avis qu'en même jour, ils ont fait tous deux banqueroute. Oh ciel! Tout à la fois perdre ainsi tout mon bien. Ah, quel honteux transport! Fille, tout cela n'est rien. Achevons notre affaire et quittez votre ennui. Son bien peut nous suffire, et pour nous, et pour lui. Non, madame. Cessez de presser cette affaire. Je vois qu'à cette hymen tout le monde est contraire et mon dessein n'est point de contraindre les gens. Cette réflexion vous vient en peu de temps. Elle suit de bien près, monsieur, notre disgrâce. De tant de résistance à la fin, je me lasse. J'aime mieux renoncer à tout cet embarras. Il ne veut point d'un cœur qui ne se donne pas. Je vois de vous, non pas pour votre gloire, ce que jusqu'ici j'ai refusé de croire. Vous pouvez voir de moi tout ce que vous voudrez, et je regarde peu comment vous le prendrez. Mais je ne suis pas homme à souffrir ici infamie des refus offensants qu'il faut qu'ici j'essuie. Je vaux bien mieux que de moi l'on fasse plus de cas. Et je baisse les mains à qui ne me veut pas. Qu'il a bien découvert son âme mercenaire, et que peu philosophe est ce qu'il vient de faire. Je ne me vante point de l'être, mais enfin je m'attache, madame, à tout votre destin, et j'ose vous offrir avec ma personne ce qu'on sait que de bien la fortune me donne. Vous me charmez, monsieur, par ce trait généreux, et je veux couronner vos désirs amoureux. Oui, j'accorde Henriette à l'ardeur empressée. Non, ma mère, je change à présent de pensée. Souffrez que je résiste à votre volonté. Quoi? Vous vous opposez à ma félicité, alors qu'à mon amour je vois chacun se rendre? Je sais le peu de bien que vous avez éclatant. Je vous chéris assez dans cette extrémité pour ne vous charger point de notre adversité. Tout destin avec vous me peut être agréable. Tout destin me serait sans vous insupportable. L'amour dans son transport parle toujours ainsi. Des retours importants évitons le souci. Et l'on en vient souvent à s'accuser tous deux de tous les noirs chagrins qui suivent de tels feux. N'est-ce que le motif que nous venons d'entendre qui vous fait résister à Divlaine de Titan? Sans cela, vous verriez tout mon cœur y courir. Et je ne fuis sa main que pour le trop chérir. Laissez-vous donc lier par des chaînes si belles. Je ne vous ai porté que des fausses nouvelles. Et c'est un stratagème, un surprenant secours que j'ai voulu tenter pour servir vos amours, pour décrocher ma sœur et lui faire connaître ce que son philosophe aimé pouvait être. Assez, soit loué! J'en ai la joie au cœur, par le chagrin qu'aura ce lâche déserteur. Je savais bien, moi, que vous l'épouseriez. Ainsi donc, à leur vœu, vous me sacrifiez. Ce ne sera point vous que je leur sacrifie. Et vous avez l'appui de la philosophie pour voir d'un œil content couronner leur ardeur.
qu'il prenne garde au moins que je suis dans son cœur. Par un prompt désespoir, souvent se marie, qu'on s'en repent après tout le temps de sa vie. Allons, monsieur, suivez l'ordre que j'ai prescrit